Orla de Guy de Maupassant. 12e partie. Joseph. Elles étaient grises, tout à fait grises, la petite baronne Andrée de Frézières et la petite comtesse Noémie de Gardens. Elles avaient dîné en tête-à-tête, dans le salon vitré qui regardait la mer. Par les fenêtres ouvertes, la brise molle d'un soir d'été entrait, tiède et fraîche en même temps, une brise savoureuse d'océan. Les deux jeunes femmes, étendues sur leurs chaises longues, buvaient maintenant de minute en minute une goutte de chartreuse en fumant des cigarettes. Et elles se faisaient des confidences intimes, des confidences que seule cette jolie ivresse inattendue pouvait amener sur leurs lèvres. Leurs maris étaient retournés à Paris dans l'après-midi, les laissant seuls sur cette petite plage déserte qu'ils avaient choisie, pour éviter les rôdeurs galants des stations à la mode. Absents 5 jours sur 7, ils redoutaient les parties de campagne, les déjeuners sur l'herbe, les leçons de natation, et la rapide familiarité qui naît dans le désœuvrement des villes d'eau. Dieppe, Étretat, Trouville, leur paraissant donc à craindre, ils avaient loué une maison bâtie et abandonnée par un original dans le vallon de Roqueville, près de Fécamp, et ils avaient enterré là leurs femmes pour tout l'été. Elles étaient grises. Ne sachant qu'inventer pour se distraire, la petite baronne avait proposé à la petite comtesse un dîner fin, au champagne. Elle s'était d'abord beaucoup amusée à cuisiner elle-même ce dîner. Puis elle l'avait mangé avec gaieté, en buvant ferme, pour calmer la soif qu'avait éveillée dans leur gorge la chaleur des fourneaux. Maintenant, elle bavardait et déraisonnait à l'unisson en fumant des cigarettes et en se gargarisant doucement avec la chartreuse. Vraiment, elle ne savait plus du tout ce qu'elle disait. La comtesse, les jambes en l'air sur le dossier d'une chaise, était plus partie encore que son amie. « Pour finir une soirée comme celle-là, disait-elle, il nous faudrait des amoureux. Si j'avais prévu ça tantôt, j'en aurais fait venir 2 de Paris, et je t'en aurais cédé un. »« Moi, reprit l'autre, j'en trouve toujours, même ce soir si j'en voulais un, je l'aurais. »« Allons donc, à Roqueville, ma chère? Un paysan alors? »« Non, pas tout à fait. »« Alors raconte-moi. » »« Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? »« Ton amoureux. »« Ma chère, moi je ne peux pas vivre sans être aimée. Si je n'étais pas aimée, je me croirais morte. »« Moi aussi, n'est-ce pas? » ?»« Oui, les hommes ne comprennent pas ça, nos maris surtout. »« Non, pas du tout. Comment veux-tu qu'il en soit autrement? L'amour qu'il nous faut est fait de gâterie, de gentillesse, de galanterie. C'est la nourriture de notre cœur, ça. C'est indispensable à notre vie. Indispensable, indispensable, indispensable. Il faut que je sente que quelqu'un pense à moi, toujours, partout. Quand je m'endors, quand je m'éveille, il faut que je sache qu'on m'aime quelque part, qu'on rêve de moi, qu'on me désire. Sans cela, je serais malheureuse, malheureuse. Oh, mais malheureuse à pleurer tout le temps. Oh, moi aussi. Songe donc que c'est impossible autrement. Quand un mari a été gentil pendant 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, il devient forcément une brute. Oui, une vraie brute. Il ne se gêne plus pour rien, il se montre tel qu'il est, il fait des scènes pour les notes, pour toutes les notes. On ne peut pas aimer quelqu'un avec qui on vit toujours. Ça, c'est bien vrai. N'est-ce pas? Où en étais-je donc? Je ne me rappelle plus du tout. Tu disais que tous les maris sont des brutes. Oui, des brutes, tous. C'est vrai. Et après? Quoi après? Qu'est-ce que je disais après? Je ne sais pas, moi, puisque tu ne l'as pas dit. J'avais pourtant quelque chose à te raconter. Oui, c'est vrai. Attends. Ah, j'y suis. Je t'écoute. Je te disais donc que moi, je trouve partout des amoureux. Comment fais-tu? Voilà, suis-moi bien. Quand j'arrive dans un pays nouveau, je prends des notes et je fais mon choix. Tu fais ton choix? Oui, parbleu. Je prends des notes d'abord, je m'informe. Il faut avant tout qu'un homme soit discret, riche et généreux, n'est-ce pas? C'est vrai. Et puis, il faut qu'il me plaise comme homme. Nécessairement. Alors je l'amorce. Tu l'amorces? Oui, comme on fait pour prendre du poisson. Tu n'as jamais pêché à la ligne? Non, jamais. Tu as eu tort. C'est très amusant. Et puis c'est instructif. Donc je l'amorce.
Comment fais-tu? Bête, va! Est-ce qu'on ne prend pas les hommes qu'on veut prendre comme s'ils avaient le choix? Et ils croient choisir encore, ces imbéciles. Mais c'est nous qui choisissons, toujours. Songe donc, quand on n'est pas laide et pas sotte, comme nous, tous les hommes sont des prétendants, tous, sans exception. Nous les passons en revue du matin au soir, et quand nous en avons visé un, nous l'amorçons. Ça ne me dit pas comment tu fais. Comment je fais? Mais je ne fais rien. Je me laisse regarder, voilà tout. Tu te laisses regarder? Mais oui, ça suffit. Quand on s'est laissé regarder plusieurs fois de suite, un homme vous trouve aussitôt la plus jolie et la plus séduisante de toutes les femmes. Alors il commence à vous faire la cour. Moi je lui laisse comprendre qu'il n'est pas mal, sans rien dire, bien entendu, et il tombe amoureux comme un bloc. Je le tiens, et ça dure plus ou moins selon ses qualités. Tu prends comme ça tout ce que tu veux? Presque tous. Alors il y en a qui résistent? Quelquefois. Pourquoi? Oh, pourquoi? On est Joseph pour 3 raisons. Parce qu'on est très amoureux d'une autre, parce qu'on est d'une timidité excessive, et parce qu'on est, comment dirais-je, incapable de mener jusqu'au bout la conquête d'une femme. Oh, ma chère, tu crois? Oui, oui, j'en suis sûre. Il y en a beaucoup de cette dernière espèce, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Oh, ils ont l'air de tout le monde, ils sont habillés comme les autres, ils font les pans. Quand je dis les pans, je me trompe, ils ne pourraient pas se déployer. Oh, ma chère! Quant aux timides, ils sont quelquefois d'une sottise imprenable. Ce sont des hommes qui ne doivent pas savoir se déshabiller, même pour se coucher tout seuls, quand ils ont une glace dans leur chambre. Avec cela, il faut être énergique, user du regard et de la poignée de main. C'est même quelquefois inutile. Ils ne savent jamais comment ni par où commencer. Quand on perd connaissance devant eux, comme dernier moyen, ils vous soignent. Et pour peu qu'on tarde à reprendre ses sens, ils vont chercher du secours. Ceux que je préfère, moi, ce sont les amoureux des autres. Ceux-là, je les enlève d'assaut. Ah, 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 à la baïonnette, ma chère! C'est bon tout ça. Mais quand il n'y a pas d'homme, comme ici, par exemple. Oh, j'en trouve. Tu en trouves? Où ça? Partout. Tiens, ça me rappelle mon histoire. Voilà 2 ans cette année que mon mari m'a fait passer l'été dans sa terre de Bougrolles. Là, rien. Mais tu entends rien de rien, de rien, de rien. Dans les manoirs des environs, quelques lourdeaux dégoûtants, des chasseurs de poils et de plumes, vivant dans des châteaux sans baignoire, de ces hommes qui transpirent et se couchent par là-dessus, et qu'il serait impossible de corriger parce qu'ils ont des principes d'existence malpropres. Devine ce que j'ai fait. Je ne devine pas. Ah! Je venais de lire un tas de romans de George Sand pour l'exaltation de l'homme du peuple. Des romans où les ouvriers sont sublimes et tous les hommes du monde criminels. Ajoute à cela que j'avais vu Ruy Blas l'hiver précédent et que ça m'avait beaucoup frappé. Eh bien, un de nos fermiers avait un fils, un beau gars de 22 ans, qui avait étudié pour être prêtre, puis quitté le séminaire par dégoût. Eh bien, je l'ai pris comme domestique. Oh! Et après? Après, ma chère, je l'ai traité de très haut, en lui montrant beaucoup de ma personne. Je ne l'ai pas amorcé, celui-là, ce rustre. Je l'ai allumé. Oh, André! Oui, ça m'amusait même beaucoup. On dit que les domestiques, ça ne compte pas. Eh bien, il ne comptait point. Je le sonnais pour les ordres chaque matin quand ma femme de chambre m'habillait, et aussi chaque soir quand elle me déshabillait. Oh, André! Ma chère, il a flambé comme un toit de paille. Alors à table, pendant les repas, je n'ai plus parlé que de propreté, de soins du corps, de douche, de bain, si bien qu'au bout de 15 jours, il se trempait matin et soir dans la rivière, puis se parfumait à empoisonner le château. J'ai même été obligée de lui interdire les parfums, en lui disant d'un air furieux que les hommes ne devraient jamais employer que de l'eau de Cologne. Oh, André! Alors, j'ai eu l'idée d'organiser une bibliothèque de campagne. J'ai fait venir quelques centaines de romans moraux que je prêtais à tous nos paysans et à mes domestiques. Il s'était glissé dans ma collection quelques livres poétiques, de ceux qui troublent les âmes, des pensionnaires et des collégiens. Je les ai donnés à mon valet de chambre. Ça lui a pris la vie, une drôle de vie. Oh, André! Alors je suis devenue familière avec lui. Je me suis mise à le tutoyer. Je l'avais nommé Joseph.
ma chère. Il était dans un état effrayant. Il devenait maigre, comme un coq, et il roulait des yeux de fou. Moi, je m'amusais énormément. C'est un de mes meilleurs étés. Et après? Après, oui. Eh bien, un jour que mon mari était absent, je lui ai dit d'atteler le panier pour me conduire dans les bois. Il faisait très chaud, et voilà. Oh, André, dis-moi tout, ça m'amuse tant. Tiens, bois un verre de chartreuse. Sans ça, je finirai le carafon toute seule. Eh bien, après, je me suis trouvée mal en route. Comment ça? Que tu es bête. Je lui ai dit que j'allais me trouver mal et qu'il fallait me porter sur l'herbe. Et puis, quand j'ai été sur l'herbe, j'ai suffoqué et je lui ai dit de me délasser. Et puis, quand j'ai été délacée, j'ai perdu connaissance. Tout à fait? Oh non, pas du tout. Eh bien, j'ai été obligée de rester près d'1 heure sans connaissance. Il ne trouvait pas de remède, mais j'ai été patiente et je n'ai rouvert les yeux qu'après sa chute. Oh, André, et qu'est-ce que tu lui as dit? Moi? Rien. Est-ce que je savais quelque chose puisque j'étais sans connaissance? Je l'ai remercié. Je lui ai dit de me remettre en voiture et il m'a ramené au château. Mais il a failli verser en tournant la barrière. Oh, André, et c'est tout? C'est tout. Tu n'as perdu connaissance qu'une fois? Rien qu'une fois, parbleu. Je ne voulais pas faire mon amant de ce goujat. L'as-tu gardé longtemps après ça? Mais oui, je l'ai encore. Pourquoi est-ce que je l'aurais renvoyé? Je n'avais pas à m'en plaindre. Oh, André, et il t'aime toujours? Parbleu. Où est-il? La petite baronne étendit la main vers la muraille et poussa le timbre électrique. La porte s'ouvrit aussitôt, et un grand valet entra qui répandait autour de lui une forte senteur d'eau de Cologne. La baronne lui dit « Joseph, mon garçon, j'ai peur de me trouver mal. Va me chercher ma femme de chambre. » L'homme demeurait immobile comme un soldat devant un officier, et fixait un regard ardent sur sa maîtresse, qui reprit « Mais va donc vite, grand sot, nous ne sommes pas dans le bois aujourd'hui, et Rosalie me soignera mieux que toi. » Il tourna sur ses talons et sortit. La petite comtesse, effarée, demanda « Et qu'est-ce que tu diras à ta femme de chambre? » « Je lui dirai que c'est passé. Non, je me ferai tout de même délasser. Ça me soulagera la poitrine, car je ne peux plus respirer. Je suis grise, ma chère, mais grise, à tomber si je me levais. » 13e partie. L'auberge. Pareille à toutes les hôtelleries de bois plantées dans les Hautes-Alpes, au pied des glaciers, dans ces couloirs rocheux et nus qui coupent les sommets blancs des montagnes, l'auberge de Schwarenbach sert de refuge aux voyageurs qui suivent le passage de la Gemmi. Pendant 6 mois, elle reste ouverte, habitée par la famille de Jean Hauser. Puis, dès que les neiges s'amoncellent, emplissant le vallon et rendant impraticable la descente sur Loches, les femmes, le père et les 3 fils s'en vont et laissent pour garder la maison le vieux guide Gaspard Hari avec le jeune guide Ulrich Kunzi et Sam, le gros chien de montagne. Les 2 hommes et la bête demeurent jusqu'au printemps dans cette prison de neige. N'ayant devant les yeux que la pente immense et blanche du Balmhorn, entourés de sommets pâles et luisants, enfermés, bloqués, ensevelis sous la neige qui monte autour d'eux, enveloppe, étreint, écrase la petite maison, s'amoncelle sur le toit, atteint les fenêtres et mure la porte. C'était le jour où la famille Hauser allait retourner à Loches, l'hiver approchant et la descente devenant périlleuse. 3 mulets partirent en avant, chargés de hardes et de bagages et conduits par les 3 fils. Puis la mère, Jeanne Hauser, et sa fille Louise montèrent sur un 4e mulet et se mirent en route à leur tour. Le père les suivait, accompagné des 2 gardiens qui devaient escorter la famille jusqu'au sommet de la descente. Ils contournèrent d'abord le petit lac, gelé maintenant au fond du grand trou de rocher qui s'étend devant l'auberge, puis ils suivirent le vallon clair comme un drap, et dominé de tous côtés par des sommets de neige. Une averse de soleil tombait sur ce désert blanc éclatant et glacé, l'allumait d'une flamme aveuglante et froide. Aucune vie n'apparaissait dans cet océan des monts, aucun mouvement dans cette solitude démesurée.
aucun bruit n'en troublait le profond silence. Peu à peu, le jeune guide Ulrich Kunsi, un grand Suisse aux longues jambes, laissa derrière lui le père Hauser et le vieux Gaspard Hari, pour rejoindre le mulet qui portait les deux femmes. La plus jeune le regardait venir, semblait l'appeler d'un œil triste. C'était une petite paysanne blonde, dont les joues laiteuses et les cheveux pâles paraissaient décolorés par les longs séjours au milieu des glaces. Quand il eut rejoint la bête qui la portait, il posa la main sur la croupe et ralentit le pas. La mère Hauser se mit à lui parler, énumérant avec des détails infinis toutes les recommandations de l'hivernage. C'était la première fois qu'il restait, là-haut, tandis que le vieux Harry avait déjà 14 hivers sous la neige dans l'auberge de Schwarenbach. Ulrich Kunsi écoutait, sans avoir l'air de comprendre, et regardait sans cesse la jeune fille. De temps en temps, il répondait « Oui, madame Hauser », mais sa pensée semblait loin et sa figure calme demeurait impassible. Ils atteignirent le lac de Daube, dont la longue surface gelée s'étendait, toute plate, au fond du Val. À droite, le Daubenhorn montrait ses rochers noirs dressés à pic auprès des énormes moraines du glacier de Lommern qui dominait le Wildstrubel. Comme ils approchaient du col de la Gemmi, où commence la descente sur Loches, ils découvrirent tout à coup l'immense horizon des Alpes du Valais, dont les séparait la profonde et large vallée du Rhône. C'était, au loin, un peuple de sommets blancs, inégaux, écrasés ou pointus et luisants sous le soleil. Le Mischabel avec ses deux cornes, le puissant massif de Wissenhorn, le lourd Brunegorn, la haute et redoutable pyramide du Cervin, ce tueur d'hommes, et la dent blanche, cette monstrueuse coquette. Puis, au-dessous d'eux, dans un trou démesuré, au fond d'un abîme effrayant, ils aperçurent Loches, dont les maisons semblaient des grains de sable jetés dans cette crevasse énorme qui finit et que ferme la Gemmi, et qui s'ouvre là-bas sur le Rhône. Le mulet s'arrêta au bord du sentier, qui va, serpentant, tournant sans cesse et revenant, fantastique et merveilleux, le long de la montagne droite, jusqu'à ce petit village presque invisible à son pied. Les femmes sautèrent dans la neige. Les deux vieux les avaient rejoints. « Allons, dit le père Hauser. « Adieu et bon courage. À l'an prochain, les amis. » Le père Harry répéta. « À l'an prochain. » Ils s'embrassèrent. Puis madame Hauser, à son tour, tendit ses joues, et la jeune fille en fit autant. Quand ce fut le tour d'Ulrich Kunsi, il murmura dans l'oreille de Louise. « N'oubliez point ceux d'en haut. » Elle répondit « Non », si bas qu'il devina sans l'entendre. « Adieu. »« Allons, adieu, » répéta Jean Hauser, « et bonne santé. » Et, passant devant les femmes, il commença à descendre. Ils disparurent bientôt tous les trois au premier détour du chemin. Et les deux hommes s'en retournèrent vers l'auberge de Schwarenbach. Ils allaient lentement, côte à côte, sans parler. C'était fini. Ils resteraient seuls, face à face, 4 ou 5 mois. Puis Gaspard Hari se mit à raconter sa vie de l'autre hiver. Il était demeuré avec Michel Canol, trop âgé maintenant pour recommencer, car un accident peut arriver pendant cette longue solitude. Il ne s'était pas ennuyé d'ailleurs. Le tout était d'en prendre son parti dès le premier jour. Et on finissait par se créer des distractions, des jeux, beaucoup de passe-temps. Ulrich Kunsi l'écoutait, les yeux baissés, suivant en pensée ceux qui descendaient vers le village par tous les festons de la Gemmi. Bientôt, ils aperçurent l'auberge à peine visible, si petite, un point noir au pied de la monstrueuse vague de neige. Quand ils ouvrirent, Sam, le gros chien frisé, se mit à gambader autour d'eux. « Allons, fils, dit le vieux Gaspard, nous n'avons plus de femme maintenant. Il faut préparer le dîner. Tu vas éplucher les pommes de terre. » Et tous deux, s'asseyant sur des escabeaux de bois, commencèrent à tremper la soupe. La matinée du lendemain sembla longue à Ulrich Kunsi. Le vieux Harry fumait et crachait dans l'âtre, tandis que le jeune homme regardait par la fenêtre l'éclatante montagne en face de la maison. Il sortit dans l'après-midi, et refaisant le trajet de la veille, il cherchait sur le sol les traces des sabots du mulet qui avait porté les deux femmes. Puis, quand il fut au col de la Gemmi, il se coucha sur le ventre au bord de l'abîme et regarda Loches. Le village dans son puits de rochers n'était pas encore noyé sous la neige, bien qu'elle vînt tout près de lui, arrêtée net par les forêts de sapins qui protégeaient ses environs. Ces maisons basses ressemblaient de là-haut à des pavés dans une prairie.
La petite Hauser était là maintenant, dans une de ces demeures grises. Dans laquelle? Ulrich Kunsi se trouvait trop loin pour les distinguer séparément. Comme il aurait voulu descendre, pendant qu'il le pouvait encore. Mais le soleil avait disparu derrière la grande cygne de Wildschrubel, et le jeune homme rentra. Le père Harry fumait. En voyant revenir son compagnon, il lui proposa une partie de cartes, et ils s'assirent en face l'un de l'autre, des deux côtés de la table. Ils jouèrent longtemps, un jeu simple qu'on nomme la brisque, puis, ayant soupé, ils se couchèrent. Les jours qui suivirent furent pareils au premier, clairs et froids, sans neige nouvelle. Le vieux Gaspard passait ses après-midi à guetter les aigles et les rares oiseaux qui s'aventurent sur ces sommets glacés, tandis que Ulrich retournait régulièrement au col de la Gémie pour contempler le village. Puis ils jouaient aux cartes, aux dés, aux dominos, gagnaient et perdaient de petits objets pour intéresser leur partie. Les jours qui suivirent furent pareils au premier, clairs et froids, sans neige nouvelle. Le vieux Gaspard passait ses après-midi à guetter les aigles et les rares oiseaux qui s'aventurent sur ces sommets glacés, tandis que Ulrich retourna régulièrement au col de la Gémie pour contempler le village. Puis il jouait aux cartes, aux dés, aux dominos, gagnait et perdait de petits objets pour intéresser leur partie. Un matin, Harry, levé le premier, appela son compagnon. Un nuage mouvant, profond et léger, d'écume blanche, s'abattait sur eux, autour d'eux, sans bruit, les ensevelissait peu à peu sous un épais et sourd matelas de mousse. Cela dura 4 jours et 4 nuits. Il fallut dégager la porte et les fenêtres, creuser un couloir et tailler des marches pour s'élever sur cette poudre de glace que 12 heures de gelée avaient rendue plus dure que le granit des moraines. Alors ils vécurent comme des prisonniers, ne s'aventurant plus guère en dehors de leur demeure. Ils s'étaient partagé les besognes qu'ils accomplissaient régulièrement. Ulrich Kunsi se chargeait des nettoyages, des lavages, de tous les soins et de tous les travaux de propreté. C'était lui aussi qui cassait le bois, tandis que Gaspard Harry faisait la cuisine et entretenait le feu. Leurs ouvrages, réguliers et monotones, étaient interrompus par de longues parties de cartes ou de dés. Jamais ils ne se querellaient, étant tous deux calmes et placides. Jamais même ils n'avaient d'impatience, de mauvaise humeur, ni de paroles aigres, car ils avaient fait provision de résignation pour cet hivernage sur les sommets. Quelquefois, le vieux Gaspard prenait son fusil et s'en allait à la recherche des chamois. Il en tuait de temps en temps. C'était alors fête dans l'auberge de Schwarenbach et grand festin de chair fraîche. Un matin, il partit ainsi. Le thermomètre du dehors marquait 18 au-dessous de glace. Le soleil n'était pas encore levé. Le chasseur espérait surprendre les bêtes aux abords du Wildschrubel. Ulrich, demeuré seul, resta couché jusqu'à 10 heures. Il était d'un naturel dormeur, mais il n'eût point osé s'abandonner ainsi à son penchant, en présence du vieux guide toujours ardent et matinal. Il déjeuna lentement avec Sam, qui passait aussi ses jours et ses nuits à dormir devant le feu. Puis il se sentit triste, effrayé même de la solitude, et saisi par le besoin de la partie de cartes quotidienne, comme on l'est par le désir d'une habitude invincible. Alors il sortit pour aller au-devant de son compagnon qui devait rentrer à 4 heures. La neige avait nivelé toute la profonde vallée, comblant les crevasses, effaçant les 2 lacs, capitonnant les rochers, ne faisant plus, entre les sommets immenses, qu'une immense cuve blanche régulière, aveuglante et glacée. Depuis 3 semaines, Ulrich n'était plus revenu au bord de l'abîme d'où il regardait le village. Il y voulut retourner avant de gravir les pentes qui conduisaient à Wildschrubel. Loche maintenant était aussi sous la neige et les demeures ne se reconnaissaient plus guère, ensevelies sous ce manteau pâle. Puis, tournant à droite, il gagna le glacier de Lommern. Il allait de son pas allongé de montagnard en frappant de son bâton ferré la neige aussi dure que la pierre. Et il cherchait avec son œil perçant le petit point noir et mouvant, au loin, sur cette nappe démesurée. Quand il fut au bord du glacier, il s'arrêta, se demandant si le vieux avait bien pris ce chemin, puis il se mit à longer les moraines d'un pas plus rapide et plus inquiet. Le jour baissait. Les neiges devenaient roses. Un vent sec et gelé courait par souffles brusques sur leur surface de cristal. Ulrich poussa un cri d'appel aigu, vibrant, prolongé,
La voix s'envola dans le silence de mort où dormaient les montagnes. Elle courut au loin, sur les vagues immobiles et profondes d'écume glaciale, comme un cri d'oiseau sur les vagues de la mer. Puis elle s'éteignit, et rien ne lui répondit. Il se mit à marcher. Le soleil s'était enfoncé là-bas, derrière les cimes que les reflets du ciel empourpraient encore. Mais les profondeurs de la vallée devenaient grises, et le jeune homme eut peur tout à coup. Il lui sembla que le silence, le froid, la solitude, la mort hivernale de ces monts entrait en lui, allait arrêter et geler son sang, raidir ses membres, faire de lui un être immobile et glacé. Et il se mit à courir, s'enfuyant vers sa demeure. Le vieux, pensait-il, était rentré pendant son absence. Il avait pris un autre chemin, il serait assis devant le feu, avec un chamois mort à ses pieds. Puis il aperçut l'auberge. Aucune fumée n'en sortait. Ulrich courut plus vite, ouvrit la porte, Sam s'élança pour le fêter, mais Gaspard Hari n'était point revenu. Effaré, Kunzi tournait sur lui-même, comme s'il se fût attendu à découvrir son compagnon caché dans un coin. Puis il ralluma le feu et fit la soupe, espérant toujours voir revenir le vieillard. De temps en temps, il sortait pour regarder s'il n'apparaissait pas. La nuit était tombée. La nuit blafarde des montagnes, la nuit pâle, la nuit livide qu'éclairait, au bord de l'horizon, un croissant jaune et fin prêt à tomber derrière les sommets. Puis le jeune homme rentrait, s'asseyait, se chauffait les pieds et les mains en rêvant aux accidents possibles. Gaspard avait pu se casser une jambe, tomber dans un trou, faire un faux pas qui lui avait tordu la cheville. Et il restait étendu dans la neige, saisi, raidi par le froid, l'âme en détresse, criant perdu, criant peut-être au secours, allant de toute la force de sa gorge dans le silence de la nuit. Mais où? La montagne était si vaste, si rude, si périlleuse aux environs, surtout en cette saison, qu'il aurait fallu être 10 ou 20 guides et marcher pendant 8 jours dans tous les sens pour trouver un homme en cette immensité. Ulrich Kunzi, cependant, se résolut à partir avec Sam si Gaspard Hari n'était point revenu entre minuit et 1 heure du matin. Et il fit ses préparatifs. Il mit 2 jours de vivres dans un sac, prit ses crampons d'acier, roula autour de sa taille une corde longue, mince et forte, vérifia l'état de son bâton ferré et de la hachette qui sert à tailler des degrés dans la glace. Puis il attendit. Le feu brûlait dans la cheminée. Le gros chien ronflait sous la clarté de la flamme. L'horloge battait comme un cœur ses coups réguliers dans sa gaine de bois sonore. Il attendait. L'oreille éveillée au bruit lointain, frissonnant quand le vent léger frôlait le toit et les murs. Minuit sonna, il tressaillit. Puis comme il se sentait frémissant et apeuré, il posa de l'eau sur le feu afin de boire du café bien chaud avant de se mettre en route. Quand l'horloge fit tinter 1 heure, il se dressa, réveilla Sam, ouvrit la porte et s'en alla dans la direction du Wildstrubel. Pendant 5 heures il monta, escaladant des rochers au moyen de ses crampons, taillant la glace, avançant toujours et parfois allant, au bout de sa corde, le chien resté en bas d'un escarpement trop rapide. Il était 6 heures environ, quand il atteignit un des sommets où le vieux Gaspard venait souvent à la recherche des chamois. Et il attendit que le jour se levât. Le ciel pâlissait sur sa tête, et soudain une lueur bizarre, née on ne sait d'où, éclaira brusquement l'immense océan de cimes pâles qui s'étendait à 100 lieues autour de lui. On eût dit que cette clarté vague sortait de la neige elle-même pour se répandre dans l'espace. Peu à peu, les sommets lointains les plus hauts devinrent tous d'un rose tendre comme de la chair, et le soleil rouge apparut derrière les lourds géants des Alpes bernoises. Ulrich Kunzi se remit en route. Il allait comme un chasseur, courbé, épiant des traces, disant au chien « Cherche, mon gros, cherche !» Il redescendait la montagne à présent, fouillant de l'œil les gouffres, et parfois appelant, jetant un cri prolongé, mort bien vite dans l'immensité muette. Alors il collait à terre l'oreille pour écouter. Il croyait distinguer une voix, se mettait à courir, rappelait de nouveau, n'entendait plus rien et s'asseyait, épuisé, désespéré. Vers midi, il déjeuna et fit manger Sam, aussi las que lui-même. Puis il recommença ses recherches. Quand le soir vint, il marchait encore, ayant parcouru 50 kilomètres de montagne. Comme il se trouvait trop loin de sa maison pour y rentrer, et trop fatigué pour se traîner plus longtemps, il creusa un trou dans la neige et s'y blottit avec son chien,
sous une couverture qu'il avait apportée. Et ils se couchèrent l'un contre l'autre, l'homme et la bête, chauffant leur corps l'un à l'autre et gelés jusqu'aux moelles cependant. Ulrich ne dormit guère, l'esprit hanté de visions, les membres secoués de frissons. Le jour allait paraître quand il se releva. Ses jambes étaient raides, comme des barres de fer, son âme faible à le faire crier d'angoisse, son cœur palpitant à le laisser choir d'émotion dès qu'il croyait entendre un bruit quelconque. Il pensa soudain qu'il allait aussi mourir de froid dans cette solitude, et l'épouvante de cette mort, fouettant son énergie, réveilla sa vigueur. Il descendait maintenant vers l'auberge, tombant, se relevant, suivi de loin par Sam qui boitait sur 3 pattes. Ils atteignirent Schwarenbach seulement vers 4 heures de l'après-midi. La maison était vide. Le jeune homme fit du feu, mangea et s'endormit, tellement abruti qu'il ne pensait plus à rien. Il dormit longtemps, très longtemps, d'un sommeil invincible. Mais soudain, une voix, un cri, un nom. Ulrich secoua son engourdissement profond et le fit se dresser. Avait-il rêvé? Était-ce un de ces appels bizarres qui traversent les rêves des âmes inquiètes? Non, il l'entendait encore, ce cri vibrant, entré dans son oreille et resté dans sa chair jusqu'au bout de ses doigts nerveux. Certes, on avait crié, on avait appelé. « Ulrich !» Quelqu'un était là, près de la maison. Il n'en pouvait douter. Il ouvrit donc la porte et hurla. « C'est toi, Gaspard !» de toute la puissance de sa gorge. Rien ne répondit. Aucun son, aucun murmure, aucun gémissement. Rien. Il faisait nuit. La neige était blême. Le vent s'était levé, le vent glacé qui brise les pierres et ne laisse rien de vivant sur ces hauteurs abandonnées. Il passait par souffles brusques plus desséchants et plus mortels que le vent de feu du désert. Ulrich de nouveau cria. « Gaspard ! Gaspard ! Gaspard !» Puis il attendit. Tout demeura muet sur la montagne. Alors, une épouvante le secoua jusqu'aux os. D'un bond, il rentra dans l'auberge, ferma la porte et poussa les verrous. Puis il tomba grelottant sur une chaise, certain qu'il venait d'être appelé par son camarade au moment où il rendait l'esprit. De cela il était sûr. Comme on est sûr de vivre ou de manger du pain. Le vieux Gaspard Hari avait agonisé pendant 2 jours et 3 nuits, quelque part dans un trou, dans un de ces profonds ravins immaculés dont la blancheur est plus sinistre que les ténèbres des souterrains. Il avait agonisé pendant 2 jours et 3 nuits, et il venait de mourir tout à l'heure, en pensant à son compagnon. Et son âme, à peine libre, s'était envolée vers l'auberge où dormait Ulrich, et elle l'avait appelé de par la vertu mystérieuse et terrible qu'ont les âmes des morts de hanter les vivants. Elle avait crié, cette âme sans voix, dans l'âme accablée du dormeur. Elle avait crié son adieu dernier, ou son reproche, ou sa malédiction sur l'homme qui n'avait point assez cherché. Et Ulrich la sentait là, tout près, derrière le mur, derrière la porte qu'il venait de refermer. Elle rôdait, comme un oiseau de nuit qui frôle de ses plumes une fenêtre éclairée. Et le jeune homme éperdu était prêt à hurler d'horreur. Il voulait s'enfuir et n'osait point sortir. Il n'osait point, et n'oserait plus désormais, car le fantôme resterait là, jour et nuit, autour de l'auberge. Tant que le corps du vieux guide n'aurait pas été retrouvé et déposé dans la terre bénite d'un cimetière. Le jour vint et Kunzi reprit un peu d'assurance au retour brillant du soleil. Il prépara son repas, fit la soupe de son chien, puis il demeura sur une chaise, immobile, le cœur torturé, pensant au vieux couché sur la neige. Puis, dès que la nuit recouvrit la montagne, des terreurs nouvelles l'assaillirent. Il marchait maintenant dans la cuisine noire, éclairée à peine par la flamme d'une chandelle. Il marchait d'un bout à l'autre de la pièce, à grands pas, écoutant, si le cri effrayant de l'autre nuit n'allait pas encore traverser le silence morne du dehors. Et il se sentait seul, le misérable, comme aucun homme n'avait jamais été seul. Il était seul dans cet immense désert de neige, seul à 2000 mètres au-dessus de la terre habitée, au-dessus des maisons humaines, au-dessus de la vie qui s'agite, bruit et palpite, seul dans le ciel glacé. Une envie folle le tenaillait de se sauver n'importe où, n'importe comment, de descendre à Loches en se jetant dans l'abîme,
Mais il n'osait seulement pas ouvrir la porte, sûr que l'autre, le mort, lui barrerait la route, pour ne pas rester seul, non plus, là-haut. Vers minuit, las de marcher, accablé d'angoisse et de peur, il s'assoupit enfin sur une chaise car il redoutait son lit comme on redoute un lieu hanté. Et soudain, le cri strident de l'autre soir lui déchira les oreilles, si suraigu qu'Ulrich étendit les bras pour repousser le revenant, et il tomba sur le dos avec son siège. Sam, réveillé par le bruit, se mit à hurler, comme hurlent les chiens effrayés, et il tournait autour du logis, cherchant d'où venait le danger. Parvenu près de la porte, il flaira dessous, soufflant et reniflant avec force, le poil hérissé, la queue droite et grognant. Kunzi, éperdu, s'était levé, et tenant par un pied sa chaise, il cria « N'entre pas! N'entre pas! N'entre pas ou je te tue !» Et le chien, excité par cette menace, aboyait avec fureur contre l'invisible ennemi que défiait la voix de son maître. Sam, peu à peu, se calma et revint s'étendre près du foyer, mais il demeura inquiet, la tête levée, les yeux brillants et grondant entre ses crocs. Ulrich, à son tour, reprit ses sens, mais comme il se sentait défaillir de terreur, il alla chercher une bouteille d'eau-de-vie dans le buffet, et il en but, coup sur coup, plusieurs verres. Ses idées devenaient vagues, son courage s'affermissait, une fièvre de feu glissait dans ses veines. Il ne mangea guère le lendemain, se bornant à boire de l'alcool, et pendant plusieurs jours de suite, il vécut, saoul comme une brute. Dès que la pensée de Gaspard Hari lui revenait, il recommençait à boire jusqu'à l'instant où il tombait sur le sol, abattu par l'ivresse. Et il restait là, sur la face, ivre-mort, les membres rompus, ronflant le front par terre. Mais à peine avait-il digéré le liquide affolant et brûlant, que le cri, toujours le même, « Ulrich !» le réveillait comme une balle qui lui aurait percé le crâne. Et il se dressait chancelant encore, étendant les mains pour ne point tomber, appelant Sam à son secours. Et le chien, qui semblait devenir fou comme son maître, se précipitait sur la porte, la grattait de ses griffes, la rongeait de ses longues dents blanches, tandis que le jeune homme, le col renversé, la tête en l'air, avalait à pleine gorgée comme de l'eau tiède après une course, l'eau de vie qui tout à l'heure endormirait de nouveau sa pensée, et son souvenir, et sa terreur éperdue. En 3 semaines, il absorba toute sa provision d'alcool. Mais cette saoulerie continue ne faisait qu'assoupir son épouvante qui se réveilla, plus furieuse, dès qu'il lui fut impossible de la calmer. L'idée fixe alors, exaspérée par un mois d'ivresse et grandissant sans cesse dans l'absolue solitude, s'enfonçait en lui à la façon d'une vrille. Il marchait maintenant dans sa demeure, ainsi qu'une bête en cage, collant son oreille à la porte pour écouter si l'autre était là, et le défiant, à travers le mur. Puis, dès qu'il sommeillait, vaincu par la fatigue, il entendait la voix qui le faisait bondir sur ses pieds. Une nuit, enfin, pareil au lâche poussé à bout, il se précipita sur la porte et l'ouvrit, pour voir celui qui l'appelait et pour le forcer à se taire. Il reçut en plein visage un souffle d'air froid qui le glaça jusqu'aux os, et il referma le battant et poussa les verrous, sans remarquer que Sam s'était élancé dehors. Puis, frémissant, il jeta du bois au feu et s'assit devant pour se chauffer. Mais soudain il tressaillit. Quelqu'un grattait le mur en pleurant. Il cria, éperdu. « Va-t'en !» Une plainte lui répondit, longue et douloureuse. Alors, tout ce qui lui restait de raison fut emporté par la terreur. Il répétait « Va-t'en !» en tournant sur lui-même pour trouver un coin où se cacher. L'autre, pleurant toujours, passait le long de la maison en se frottant contre le mur. Ulrich s'élança vers le buffet de chêne plein de vaisselle et de provisions, et le soulevant avec une force surhumaine, il le traîna jusqu'à la porte pour s'appuyer d'une barricade. Puis, entassant les uns sur les autres tout ce qui restait de meubles, les matelas, les paillasses, les chaises, il boucha la fenêtre comme on fait lorsqu'un ennemi vous assiège. Mais celui du dehors poussait maintenant de grands gémissements lugubres, auxquels le jeune homme se mit à répondre par des gémissements pareils. Et des jours et des nuits se passèrent sans qu'ils cessassent de hurler l'un et l'autre. L'un tournait sans cesse autour de la maison et fouillait la muraille de ses ongles avec tant de force qu'il semblait vouloir la démolir. L'autre, au-dedans, suivait tous ses mouvements, courbé, l'oreille collée contre la pierre, et il répondait à tous ses appels par d'épouvantables cris.
Un soir, Ulrich n'entendit plus rien, et il s'assit, tellement brisé de fatigue qu'il s'endormit aussitôt. Il se réveilla sans un souvenir, sans une pensée, comme si toute sa tête se fût vidée pendant ce sommeil accablé. Il avait faim. Il mangea. L'hiver était fini. Le passage de la Gémide redevenait praticable, et la famille Hauser se mit en route pour rentrer dans son auberge. Dès qu'elles eurent atteint le haut de la montée, les femmes grimpèrent sur leurs mulets, et elles parlèrent des deux hommes qu'elles allaient retrouver tout à l'heure. Elles s'étonnaient que l'un d'eux ne fût pas descendu quelques jours plus tôt, dès que la route était devenue possible, pour donner des nouvelles de leur long hivernage. On aperçut enfin l'auberge encore couverte et capitonnée de neige. La porte et la fenêtre étaient closes. Un peu de fumée sortait du toit, ce qui rassura le père Hauser, mais en approchant, il aperçut sur le seuil un squelette d'animal dépecé par les aigles, un grand squelette couché sur le flanc. Tous l'examinèrent. « Ça doit être Sam !» dit la mère, et elle appela. « Hé, Gaspard !» Un cri répondit à l'intérieur, un cri aigu qu'on eût dit poussé par une bête. Le père Hauser répéta. « Hé, Gaspard !» Un autre cri pareil au premier se fit entendre. Alors, les trois hommes, le père et les deux fils, essayèrent d'ouvrir la porte. Elle résista. Ils prirent dans l'étable vide une longue poutre comme bélier et la lancèrent à toute volée. Le bois cria, céda, les planches volèrent en morceaux. Puis un grand bruit ébranla la maison et ils aperçurent dedans, derrière le buffet écroulé, un homme debout, avec des cheveux qui lui tombaient aux épaules, une barbe qui lui tombait sur la poitrine, des yeux brillants et des lambeaux d'étoffe sur le corps. Il ne le reconnaissait point. Mais Louise Hauser s'écria. « C'est Ulrich, maman !» Et la mère constata que c'était Ulrich, bien que ses cheveux fussent blancs. Il les laissa venir, il se laissa toucher, mais il ne répondit point aux questions qu'on lui posa. Et il fallut le conduire à Loches où les médecins constatèrent qu'il était fou. Et personne ne sut jamais ce qu'était devenu son compagnon. La petite Hauser faillit mourir cet été-là, d'une maladie de langueur qu'on attribua au froid de la montagne. Quatorzième partie. Le vagabond. Depuis 40 jours, il marchait, cherchant partout du travail. Il avait quitté son pays, ville à Varay, dans la Manche, parce que l'ouvrage manquait. Compagnon charpentier, âgé de 27 ans, bon sujet, vaillant, il était resté pendant 2 mois à la charge de sa famille. Lui, fils aîné, n'ayant plus qu'à croiser ses bras vigoureux dans le chômage général. Le pain devint rare dans la maison. Les 2 sœurs allaient en journée, mais gagnaient peu. Et lui, Jacques Randel, le plus fort, ne faisait rien, parce qu'il n'avait rien à faire, et mangeait la soupe des autres. Alors il s'était informé à la mairie, et le secrétaire avait répondu qu'on trouvait à s'occuper dans le centre. Il était donc parti, muni de papiers et de certificats, avec 7 francs dans sa poche, et portant sur l'épaule, dans un mouchoir bleu attaché au bout de son bâton, une paire de souliers de rechange, une culotte et une chemise. Et il avait marché sans repos, pendant les jours et les nuits, par les interminables routes, sous le soleil et sous les pluies, sans arriver jamais à ce pays mystérieux où les ouvriers trouvent de l'ouvrage. Il s'entêta d'abord à cette idée qu'il ne devait travailler qu'à la charpente, puisqu'il était charpentier. Mais dans tous les chantiers où il se présenta, on répondit qu'on venait de congédier des hommes, faute de commande, et il se résolut, se trouvant à bout de ressources, à accomplir toutes les besognes qu'il rencontrerait sur son chemin. Donc, il fut tour à tour terrassier, valet d'écurie, scieur de pierre. Il cassa du bois, ébrancha des arbres, creusa un puits, mêla du mortier, lia des fagots, garda des chèvres sur une montagne, tout cela moyennant quelques sous, car il n'obtenait de temps en temps 2 ou 3 jours de travail qu'en se proposant à vil prix pour tenter l'avarice des patrons et des paysans. Et maintenant, depuis une semaine, il ne trouvait plus rien. Il n'avait plus rien, et il mangeait un peu de pain, grâce à la charité des femmes qu'il implorait sur le seuil des portes, en passant le long des routes. Le soir tombait. Jacques Randel, harassé, les jambes brisées, le ventre vide, l'âme en détresse, marchait nu-pieds sur l'herbe au bord du chemin, car il ménageait sa dernière paire de souliers,
l'autre n'existant plus depuis longtemps, déjà. C'était un samedi, vers la fin de l'automne. Les nuages gris roulaient dans le ciel, lourds et rapides, sous les poussées du vent qui sifflait dans les arbres. On sentait qu'il pleuvrait bientôt. La campagne était déserte, à cette tombée de jour, la veille d'un dimanche. De place en place, dans les champs, s'élevaient, pareils à des champignons jaunes monstrueux, des meules de paille égrenées, et les terres semblaient nues, étant ensemencées déjà pour l'autre année. Randel avait faim, une faim de bête, une de ces faims qui jettent les loups sur les hommes. Exténué, il allongeait les jambes pour faire moins de pas, et la tête pesante, le sang bourdonnant aux tempes, les yeux rouges, la bouche sèche, il serrait son bâton dans sa main, avec l'envie vague de frapper à tour de bras sur le premier passant qu'il rencontrerait rentrant chez lui, manger la soupe. Il regardait les bords de la route avec l'image dans les yeux de pommes de terre défouies, restées sur le sol retourné. S'il en avait trouvé quelques-unes, il eût ramassé du bois mort, fait un petit feu dans le fossé, et bien soupé, ma foi, avec le légume chaud et rond, qu'il eût tenu d'abord brûlant dans ses mains froides. Mais la saison était passée, et il devrait, comme la veille, ronger une betterave crue, arrachée dans un sillon. Depuis 2 jours, il parlait haut en allongeant le pas, sous l'obsession de ses idées. Il n'avait guère pensé jusque-là, appliquant tout son esprit, toutes ses simples facultés, à sa besogne professionnelle. Mais voilà que la fatigue, cette poursuite acharnée d'un travail introuvable, les refus, les rebuffades, les nuits passées sur l'herbe, le jeûne, le mépris qu'il sentait chez les sédentaires pour le vagabond, cette question posée chaque jour. Pourquoi ne restez-vous pas chez vous ? Le chagrin de ne pouvoir occuper ces bras vaillants qu'il sentait pleins de force, le souvenir des parents demeurés à la maison, et qui n'avaient guère de sous non plus, l'emplissait peu à peu d'une colère lente, amassée chaque jour, chaque heure, chaque minute, et qui s'échappait de sa bouche malgré lui, en phrases courtes et grondantes. Tout en trébuchant sur les pierres qui roulaient sous ses pieds nus, il grognait. Misère, misère, tas de cochons, laissez crever de faim un homme, un charpentier, tas de cochons, pas 4 sous, pas 4 sous. V'là qu'il pleut, tas de cochons. Il s'indignait de l'injustice du sort et s'en prenait aux hommes, à tous les hommes, de ce que la nature, la grande mère aveugle, est inéquitable, féroce et perfide. Il répétait les dents serrées, tas de cochons, en regardant la mince fumée grise qui sortait des toits à cette heure du dîner. Et sans réfléchir à cette autre injustice, humaine celle-là, qui se nomme violence et vol, il avait envie d'entrer dans une de ces demeures, d'assommer les habitants, et de se mettre à table, à leur place. Il disait « J'ai pas le droit de vivre maintenant, puisqu'on me laisse crever de faim. Je ne demande qu'à travailler pourtant. Tas de cochons. » Et la souffrance de ses membres, la souffrance de son ventre, la souffrance de son cœur, lui montait à la tête comme une ivresse redoutable et faisait naître en son cerveau cette idée simple. J'ai le droit de vivre, puisque je respire, puisque l'air est à tout le monde. Alors, donc, on n'a pas le droit de me laisser sans pain. La pluie tombait, fine, serrée, glacée. Il s'arrêta et murmura « Misère ! Encore un mois de route avant de rentrer à la maison. » Il revenait en effet chez lui maintenant, comprenant qu'il trouverait plutôt à s'occuper dans sa ville natale où il était connu, en faisant n'importe quoi, que sur les grands chemins où tout le monde le suspectait. Puisque la charpente n'allait pas, il deviendrait manœuvre, gâcheur de plâtre, terrassier, casseur de cailloux. Quand il ne gagnerait que 20 sous par jour, ce serait toujours de quoi manger. Il noua autour de son cou ce qui restait de son dernier mouchoir, afin d'empêcher l'eau froide de lui couler dans le dos et sur la poitrine. Mais il sentit bientôt qu'elle traversait déjà la mince toile de ses vêtements, et il jeta autour de lui un regard d'angoisse, d'être perdu qui ne sait plus où cacher son corps, où reposer sa tête, qui n'a pas un abri par le monde. La nuit venait, couvrant d'ombre les champs. Il aperçut, au loin, dans un pré, une tache sombre sur l'herbe, une vache. Il enjamba le fossé de la route et alla vers elle, sans trop savoir ce qu'il faisait. Quand il fut auprès, elle leva vers lui sa grosse tête, et il pensa « Si seulement j'avais un pot, je pourrais boire un peu de lait. » Il regardait la vache, et la vache le regardait. Puis soudain, lui lançant dans le flanc un grand coup de pied, « Debout !» dit-il. La bête se dressa lentement, laissant pendre sous elle sa lourde mamelle. Alors l'homme se coucha sur le dos,
entre les pattes de l'animal, et il but, longtemps, pressant de ses 2 mains le pis gonflé, chaud et qui sentait l'étable. Il but tant qu'il resta du lait dans cette source vivante. Mais la pluie glacée tombait plus serrée, et toute la plaine était nue, sans lui montrer un refuge. Il avait froid, et il regardait une lumière qui brillait entre les arbres à la fenêtre d'une maison. La vache s'était recouchée lourdement. Il s'assit à côté d'elle en lui flattant la tête, reconnaissant d'avoir été nourri. Le souffle épais et fort de la bête, sortant de ses naseaux comme 2 jets de vapeur dans l'air du soir, passait sur la face de l'ouvrier qui se mit à dire « Tu n'as pas froid là-dedans, toi ?» Maintenant, il promenait ses mains sur le poitrail, sous les pattes, pour y trouver de la chaleur. Alors une idée lui vint, celle de se coucher et de passer la nuit contre ce gros ventre tiède. Il chercha donc une place pour être bien, et posa juste son front contre la mamelle puissante qu'il avait abreuvée tout à l'heure. Puis, comme il était brisé de fatigue, il s'endormit tout à coup. Mais plusieurs fois il se réveilla, le dos ou le ventre glacé, selon qu'il appliquait l'un ou l'autre sur le flanc de l'animal. Alors il se retournait pour réchauffer et sécher la partie de son corps qui était restée à l'air de la nuit, et il se rendormait bientôt, de son sommeil accablé. Un coq chantant le mit debout. L'aube allait paraître, il ne pleuvait plus, le ciel était pur. La vache se reposait, le mufle sur le sol. Il se baissa en s'appuyant sur ses mains pour baiser cette large narine de chair humide, et il dit « Adieu, ma belle, à une autre fois. T'es une bonne bête. Adieu. » Puis il mit ses souliers et s'en alla. Pendant 2 heures, il marcha devant lui, suivant toujours la même route. Puis une lassitude l'envahit, si grande qu'il s'assit dans l'herbe. Le jour était venu. Les cloches des églises sonnaient. Des hommes, en blouse bleue, des femmes en bonnet blanc, soit à pied, soit montés en des charrettes, commençaient à passer sur les chemins, allant au village voisin fêter le dimanche, chez des amis, chez des parents. Un gros paysan parut, poussant devant lui une 20aine de moutons inquiets et bêlants qu'un chien rapide maintenait en troupeau. Randel se leva, salua. « Vous n'auriez pas du travail pour un ouvrier qui meurt de faim, dit-il. » L'autre répondit en jetant au vagabond un regard méchant. « Je n'ai point de travail pour les gens que je rencontre sur les routes. » Et le charpentier retourna s'asseoir sur le fossé. Il attendit longtemps, regardant défiler devant lui les campagnards et cherchant une bonne figure, un visage compatissant pour recommencer sa prière. Il choisit une sorte de bourgeois en redingote, dont une chaîne d'or ornait le ventre. « Je cherche du travail depuis 2 mois, dit-il. Je ne trouve rien, et je n'ai plus un sou dans ma poche. » Le demi-monsieur répliqua. « Vous auriez dû lire l'avis affiché à l'entrée du pays. La mendicité est interdite sur le territoire de la commune. Sachez que je suis le maire, et si vous ne filez pas bien vite, je vais vous faire ramasser. » Randel, que la colère gagnait, murmura. « Faites-moi ramasser si vous voulez, j'aime mieux cela, je ne mourrai pas de faim au moins. » Et il retourna s'asseoir sur un fossé. Au bout d'un quart d'heure, en effet, 2 gendarmes apparurent sur la route. Ils marchaient lentement, côte à côte, bien en vue, brillants au soleil avec leurs chapeaux cirés, leurs buffleteries jaunes et leurs boutons de métal, comme pour effrayer les malfaiteurs et les mettre en fuite de loin, de très loin. Le charpentier comprit bien qu'ils venaient pour lui, mais il ne remua pas, saisi soudain d'une envie sourde de les braver, d'être pris par eux et de se venger plus tard. Ils approchaient sans paraître l'avoir vu, allant de leurs pas militaires, lourds et balancés, comme la marche des oies. Puis tout à coup, en passant devant lui, ils hurlèrent de le découvrir, s'arrêtèrent et se mirent à le dévisager d'un œil menaçant et furieux. Et le brigadier s'avança en demandant « Qu'est-ce que vous faites ici ?» L'homme répliqua tranquillement « Je me repose. »« D'où venez-vous » ?»« S'il fallait vous dire tous les pays où j'ai passé, j'en aurais pour plus d'1 heure. »« Où allez-vous » ?»« À Ville-Avaray. »« Où c'est-il, ça ?»« Dans la Manche. »« C'est votre pays ?»« C'est mon pays. »« Pourquoi en êtes-vous parti ?»« Pour chercher du travail. » Le brigadier se retourna vers son gendarme, et du ton colère d'un homme que la même supercherie finit par exaspérer. « Ils disent tous ça, ces bougres-là. Mais je la connais, moi. » Puis il reprit. « Vous avez des papiers ?»« Oui, j'en ai. »
Donnez-les. Randel prit dans sa poche ses papiers, ses certificats, de pauvres papiers usés et sales qui s'en allaient en morceaux, et les tendit au soldat. L'autre les épelait en ânonnant, puis constatant qu'ils étaient en règle, il les rendit avec l'air mécontent d'un homme qu'un plus malin vient de jouer. Après quelques moments de réflexion, il demanda de nouveau. « Vous avez de l'argent sur vous ?»« Non. »« Rien ?»« Rien. »« Pas un sou seulement ?»« Pas un sou seulement. »« De quoi vivez-vous alors ?»« De ce qu'on me donne. »« Vous mendiez alors ?» Randel répondit résolument. « Oui, quand je peux. » Mais le gendarme déclara. « Je vous prends en flagrant délit de vagabondage et de mendicité, sans ressources et sans profession, sur la route, et je vous enjoins de me suivre. » Le charpentier se leva. « Où ce que vous voudrez, dit-il. » Et se plaçant entre les deux militaires avant même d'en recevoir l'ordre, il ajouta. « Allez, coffrez-moi, ça me mettra un toit sur la tête quand il pleut. » Et ils partirent vers le village dont on apercevait les tuiles à travers des arbres dépouillés de feuilles, à un quart de lieue de distance. C'était l'heure de la messe, quand ils traversèrent le pays. La place était pleine de monde, et deux haies se formèrent aussitôt pour voir passer le malfaiteur qu'une troupe d'enfants excités suivait. Paysans et paysannes le regardaient, cet homme arrêté, entre deux gendarmes, avec une haine allumée dans les yeux, et une envie de lui jeter des pierres, de lui arracher la peau avec les ongles, de l'écraser sous leurs pieds. On se demandait s'il avait volé, et s'il avait tué. Le boucher, ancien spahi, affirma. « C'est un déserteur !» Le débitant de tabac crut le reconnaître pour un homme qui lui avait passé une pièce fausse de 50 centimes, le matin même, et le quincaillier vit en lui indubitablement l'introuvable assassin de la veuve Mallet que la police cherchait depuis 6 mois. Dans la salle du conseil municipal, où ses gardiens le firent entrer, Randel retrouva le maire assis devant la table des délibérations et flanqué de l'instituteur. « Ah !» s'écria le magistrat. « Vous revoilà, mon gaillard. Je vous avais bien dit que je vous ferais coffrer. Eh bien, brigadier, qu'est-ce que c'est ?» Le brigadier répondit. « Un vagabond, sans feu ni lieu, monsieur le maire, sans ressources et sans argent sur lui, à ce qu'il affirme, arrêté en état de mendicité et de vagabondage, muni de bons certificats et de papiers bien en règle. »« Montrez-moi ces papiers, » dit le maire. Il les prit, les lut, les relut, les rendit, puis ordonna. « Fouillez-le. » On fouilla Randel, on ne trouva rien. Le maire semblait perplexe. Il demanda à l'ouvrier. « Que faisiez-vous ce matin sur la route ?»« Je cherchais de l'ouvrage. »« De l'ouvrage, sur la grande route. »« Comment voulez-vous que j'en trouve si je me cache dans les bois ?» Ils se dévisageaient tous les deux avec une haine de bêtes appartenant à des races ennemies. Le magistrat reprit. « Je vais vous faire mettre en liberté, mais que je ne vous y reprenne plus. » Le charpentier répondit. « J'aime mieux que vous me gardiez, j'en ai assez de courir les chemins. » Le maire prit un air sévère. « Taisez-vous. » Puis il ordonna aux gendarmes. « Vous conduirez cet homme à 200 mètres du village et vous le laisserez continuer son chemin. » L'ouvrier dit. « Faites-moi donner à manger au moins. » L'autre fut indigné. « Il ne manquerait plus que de vous nourrir. Ha ha, elle est forte celle-là !» Mais Randel reprit avec fermeté. « Si vous me laissez encore crever de faim, vous me forcerez à faire un mauvais coup. Tant pis pour vous autres, les gros. » Le maire s'était levé, et il répéta. « Emmenez-le vite, parce que je finirai par me fâcher. » Les deux gendarmes saisirent donc le charpentier par les bras, et l'entraînèrent. Il se laissa faire, retraversa le village, se retrouva sur la route. Et les deux hommes l'ayant conduit à 200 mètres de la borne kilométrique, le brigadier déclara. « Voilà, filez, et que je ne vous revoie point dans le pays, ou bien vous aurez de mes nouvelles. » Et Randel se mit en route, sans rien répondre, et sans savoir où il allait. Il marcha devant lui un quart d'heure ou 20 minutes, tellement abruti qu'il ne pensait plus à rien. Mais soudain, en passant devant une petite maison dont la fenêtre était entr'ouverte, une odeur de pot-au-feu lui entra dans la poitrine et l'arrêta net devant ce logis. Et tout à coup, la faim, une faim féroce, dévorante, affolante, le souleva, faillit le jeter comme une brute contre les murs de cette demeure. Il dit tout haut d'une voix grondante. « Nom de Dieu ! Faut qu'on m'en donne cette fois. »
et il se mit à heurter la porte à grands coups de son bâton. Personne ne répondit. Il frappa plus fort, criant « Hé! 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 Là-dedans, les gens! Hé! Ouvrez !» Rien ne remua. Alors, s'approchant de la fenêtre, il la poussa avec sa main, et l'air enfermé de la cuisine, l'air tiède plein de senteurs de bouillon chaud, de viande cuite et de choux, s'échappa vers l'air froid du dehors. D'un saut, le charpentier fut dans la pièce. 2 couverts étaient mis sur la table. Les propriétaires, partis sans doute à la messe, avaient laissé sur le feu leur dîner, le bon bouilli du dimanche, avec la soupe grasse aux légumes. Un pain frais attendait sur la cheminée, entre 2 bouteilles qui semblaient pleines. Randel, d'abord, se jeta sur le pain, le cassa avec autant de violence que s'il eût étranglé un homme, puis il se mit à le manger voracement, par grandes bouchées vite avalées. Mais l'odeur de la viande, presque aussitôt, l'attira vers la cheminée, et ayant ôté le couvercle du pot, il y plongea une fourchette et fit sortir un gros morceau de bœuf lié d'une ficelle. Puis il prit encore des choux, des carottes, des oignons, jusqu'à ce que son assiette fût pleine, et l'ayant posé sur la table, il s'assit devant, coupa le bouilli en 4 parts et dîna, comme s'il eût été chez lui. Quand il eut dévoré le morceau presque entier, plus une quantité de légumes, il s'aperçut qu'il avait soif, et il alla chercher une des bouteilles posées sur la cheminée. À peine vit-il le liquide dans son verre qu'il reconnut de l'eau-de-vie. Tant pis, c'était chaud. Cela lui mettrait du feu dans les veines, ce serait bon, après avoir eu si froid. Et il but. Il trouva cela bon, en effet, car il en avait perdu l'habitude. Il s'en versa de nouveau un plein verre, qu'il avala en 2 gorgées. Et presque aussitôt, il se sentit gai, réjoui par l'alcool, comme si un grand bonheur lui avait coulé dans le ventre. Il continuait à manger, moins vite, en mâchant lentement et trempant son pain dans le bouillon. Toute la peau de son corps était devenue brûlante, le front surtout, où le sang battait. Mais soudain, une cloche tinta au loin. C'était la messe qui finissait, et un instinct plutôt qu'une peur, l'instinct de prudence qui guide et rend perspicaces tous les êtres en danger, fit se dresser le charpentier, qui mit dans une poche le reste du pain, dans l'autre la bouteille d'eau-de-vie, et à pas furtifs, gagna la fenêtre et regarda la route. Elle était encore toute vide. Il sauta et se remit en marche. Mais au lieu de suivre le grand chemin, il fuit à travers champs vers un bois qu'il apercevait. Il se sentait alerte, fort, joyeux, content de ce qu'il avait fait, et tellement souple qu'il sautait les clôtures des champs à pieds joints, d'un seul bond. Dès qu'il fut sous les arbres, il tira de nouveau la bouteille de sa poche et se remit à boire par grandes lampées tout en marchant. Alors ses idées se brouillèrent, ses yeux devinrent troubles, ses jambes élastiques comme des ressorts. Il chantait la vieille chanson populaire « Ah, qu'il fait donc bon, cueillir la fraise !» Il marchait maintenant sur une mousse épaisse, humide et fraîche, et ce tapis doux sous les pieds lui donna des envies folles de faire la culbute comme un enfant. Il prit son élan, cabriola, se releva, recommença, et entre chaque pirouette il se remettait à chanter. Ah, qu'il fait donc bon, cueillir la fraise. Tout à coup, il se trouva au bord d'un chemin creux et il aperçut dans le fond une grande fille, une servante, qui rentrait au village, portant aux mains 2 seaux de lait écartés d'elle par un cercle de barriques. Il la guettait, penché, les yeux allumés comme ceux d'un chien qui voit une caille. Elle le découvrit, leva la tête, se mit à rire et lui cria « C'est-il vous qui chantiez comme ça ?» Il ne répondit point, et sauta dans le ravin, bien que le talus fût haut de 6 pieds au moins. Elle dit, le voyant soudain debout devant elle, « Christi, vous m'avez fait peur !» Mais il ne l'entendait pas. Il était ivre, il était fou, soulevé par une autre rage plus dévorante que la faim, enfiévré par l'alcool, par l'irrésistible furie d'un homme qui manque de tout depuis 2 mois, et qui est gris, et qui est jeune, ardent, brûlé par tous les appétits que la nature a semés dans la chair vigoureuse des mâles. La fille reculait devant lui, effrayée de son visage, de ses yeux, de sa bouche entr'ouverte, de ses mains tendues. Il la saisit par les épaules et sans dire un mot, la culbuta sur le chemin. Elle laissa tomber ses seaux qui roulèrent à grand bruit en répandant leur lait, puis elle cria. Puis, comprenant que rien ne servirait d'appeler dans ce désert, et voyant bien à présent qu'il n'en voulait pas à sa vie, elle céda, sans trop de peine, pas très fâchée, car il était fort le gars, mais par trop brutal, vraiment.
Quand elle se fut relevée, l'idée de ces sots répandus l'emplit tout à coup de fureur, et ôtant son sabot d'un pied, elle se jeta à son tour sur l'homme pour lui casser la tête s'il ne payait pas son lait. Mais lui, se méprenant à cette attaque violente, un peu dégrisé et perdu, épouvanté de ce qu'il avait fait, se sauva de toute la vitesse de ses jarrets, tandis qu'elle lui jetait des pierres, dont quelques-unes l'atteignirent dans le dos. Il courut longtemps, longtemps. Puis il se sentit là, comme il ne l'avait jamais été. Ses jambes devenaient molles à ne plus le porter. Toutes ses idées étaient brouillées. Il perdait souvenir de tout, ne pouvait plus réfléchir à rien, et il s'assit au pied d'un arbre. Au bout de 5 minutes, il dormait. Il fut réveillé par un grand choc, et ouvrant les yeux, il aperçut 2 tricornes de cuir verni penchés sur lui, et les 2 gendarmes du matin qui lui tenaient et lui liaient les bras. « Je savais bien que je te repincerais, » dit le brigadier goguenard. Randel se leva sans répondre un mot. Les hommes le secouaient, prêts à le rudoyer s'il faisait un geste, car il était leur proie à présent. Il était devenu du gibier de prison, capturé par ces chasseurs de criminels qui ne le lâcheraient plus. « En route !» commanda le gendarme. Ils partirent. Le soir venait, étendant sur la terre un crépuscule d'automne, lourd et sinistre. Au bout d'une demi-heure, ils atteignirent le village. Toutes les portes étaient ouvertes, car on savait les événements. Paysans et paysannes soulevés de colère, comme si chacune eût été violée, voulaient voir rentrer le misérable pour lui jeter des injures. Ce fut une huée qui commença à la première maison, pour finir à la mairie, où le maire attendait aussi, vengé lui-même de ce vagabond. Dès qu'il l'aperçut, il cria de loin. « Ah, mon gaillard, nous y sommes !» Et il se frottait les mains, content comme il l'était rarement. Et il reprit. « Je l'avais dit, rien qu'en le voyant sur la route. » Puis, avec un redoublement de joie. « Ah, gredin, ah, sale gredin, tu tiens tes 20 ans, mon gaillard. » Bonjour et bienvenue dans ce dernier vlog lecture sur le Horla, le recueil de Guy de Maupassant. On a lu juste 3 nouvelles. Dans une autre édition, donc l'édition Connard avec un seul N, il y avait une nouvelle ou 2 en plus. Il y a 3 nouvelles inédites dans le recueil de Connard, le recueil des éditions Connard de 1909. C'est Le Voyage du Horla, qui fait 9 pages. C'est Un fou qui fait 5 pages. Et le Horla version première inédite. Je sais pas si je vais les lire parce que je vous avouerai que je suis malade, d'où la tronche. Donc éventuellement je peux vous les lire pour la semaine prochaine, mais ça va peut-être faire redite autour du Horla. Mais après c'est vrai que le Horla, je trouve que c'est une nouvelle qui fonctionne très bien dans le genre fantastique. Et là il y a il y a une prolongation sans doute, le voyage du Horla. Et peut-être une autre version, peut-être un peu plus courte, parce que on avait lu la nouvelle du Horla, c'était sous forme de journal, avec des entrées, avec des jours, où on voyait la dégradation en fait de l'état mental du narrateur. Et bah du coup l'autre, je sais pas exactement comment elle est. On a lu Joseph. Alors je me demande si c'est pas les mêmes 2 copines, donc celle qui divorçait et celle qui était devenue un peu prostituée par inadvertance, qui continuent leur histoire. Et en fait, quelque part, cette nouvelle qui est quand même encore licencieuse aussi, je la trouve assez fun, mais elles sont complètement gourdes en fait, la petite baronne et la petite comtesse. Je trouve qu'il est assez doué il est assez doué dans les nouvelles qui sont un petit peu qui vont parler des mœurs. Et je pense que c'était vraiment les trucs pour choquer un petit peu autour de lui, choquer un peu ses lecteurs qui étaient, j'imagine, un peu plutôt aisés. Et je trouve, enfin, j'ai l'impression que c'est un truc pour un petit peu pour ça, quoi, pour choquer les bien-pensants dans les cercles de lecture. Mais c'est vrai que c'est assez marrant. Joseph, j'ai trouvé assez marrant. L'auberge, j'ai trouvé ça triste. Le gars qui devient fou, là, abandonné
Sachant que le jeune Suisse montagnard qui doit passer tout l'hiver avec, avec le vieux qui est parti à la chasse, là, qui devient complètement fou, d'un côté, je trouve que ça a vraiment quelque chose de très réaliste parce que ça montre aussi la solitude, les difficultés de vivre en plein hiver en haute montagne. Maupassant, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, hein. Ça, c'est un truc dont je me souviens dans sa fiche Wikipédia. Par contre, je vais pas trop m'étendre sur sa vie et sur ses biographies, parce que j'ai pas relu, et puis honnêtement, je suis un peu... il faut que j'aille me coucher. Donc, Maupassant, je sais que c'était quelqu'un d'aisé, c'est quelqu'un qui a eu du succès en son temps, et il a voyagé beaucoup. Donc, il a été un petit peu partout, en fait, en France, et voire même aussi à l'étranger. Donc, il est quand même plutôt ouvert, entre guillemets, là-dessus. Enfin, ouvert, il connaît, quoi. Je pense qu'il raconte des choses qu'il connaît. Et l'auberge, je l'ai trouvé assez criant de vérité sur comment quelqu'un devient fou par la solitude. Parce qu'à mon avis, les cris qu'il entendait, c'est le vent tout simplement. Les quand ça. Enfin, à mon avis, c'est le vent et il l'interprète comme ça. Mais ça m'a fait penser quelque part à La neige en deuil, je crois que c'est de Alain Fournier, qu'il faudrait que je relise, que je l'ai lu quand j'étais adolescente, donc il y a fort longtemps. J'ai dû lire ça, j'avais, je sais pas, 13, 15 ans, 20 ans, par là. Donc ça m'a fait penser à ça, La neige en deuil, qui est une longue nouvelle. Et Le vagabond, je l'ai trouvé très efficace aussi. Avec une espèce de déterminisme social là où, en gros, bah, je l'ai trouvé triste parce que le pauvre gars, il veut juste trouver du boulot et ne pas dépendre de sa famille parce qu'il est grand, hein. Enfin, bah, il a 27 ans, il est formé, etc. Il devrait trouver du taf, mais il n'y en a pas. Donc il est jeté sur les routes, sur peut-être une indication un peu foireuse du secrétaire de la mairie, je sais pas quoi, je me souviens plus exactement. Mais je trouve ça fort aussi la manière dont il montre à quel point se retrouver en difficulté, ça lui a cassé le moral en quelque sorte. Ça lui a cassé, ça casse la personne qu'il était. Et ce qui fait, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut vraiment transposer aujourd'hui avec des gens qui sont vraiment dans le besoin et la manière dont on les traite. Les migrants, bah, on va pas accueillir toute la misère du monde. Les gens qui sont à la rue, bah, ils ont qu'à trouver du boulot. Bah oui, évidemment, ça se fait comme ça. C'est c'est super triste, c'est super réaliste, c'est un peu déprimant sur les bords. Je comprends qu'il soit rentré dans la maison pour manger. Je comprends qu'il est picolé aussi parce il est pas dans un, bah, il est un peu désespéré quand même. Et en fait, là, il vient de se prendre 20 ans de bagne, quoi. J'imagine. Mais enfin, je trouve que c'est méga triste. Ouh, c'est méga méga triste. Euh, de manière générale, moi, les Maupassant, ça n'a pas été une grande découverte. Je l'ai déjà lu. J'ai sûrement lu, peut-être, enfin j'ai peut-être lu Une vie. J'avais déjà lu Le Horla, il me semble. J'ai peut-être lu autre chose aussi quand j'étais adolescente à l'école, mais je m'en souviens plus. J'aimerais bien le tester sur un roman, mais ça serait un roman que je lirais pour moi, que je présenterai sur la chaîne, que je lirai pas en entier. Je, je trouve qu'il est doué, mais pas tout le temps, pour les affaires de mœurs, pour le fantastique. Avec Le Horla est génial, hein. Pour parler un peu de misère sociale et compagnie. Mais il y a un côté qui est quand même vachement déprimant. Donc voilà, en gros, il y a à peu près une nouvelle sur deux que j'ai appréciée et d'autres que j'aimais pas forcément. Parce que je trouvais que des fois, il dépeignait les pauvres de manière très négative. Et là, en gros, on a un pauvre qui est un brave type et c'est les paysans qui sont des cons et le gendarme et tout ça. Donc voilà. Honnêtement, là, ces trois nouvelles-là, je les ai aimées. C'était pas forcément le cas pour les vlogs lecture précédents. Là, je les ai aimés. Donc ça me donne envie de relire du Maupassant, mais sur du plus long.
Je vais m'arrêter là parce que comme je vous l'ai dit, je suis malade et je suis un peu au bout de ma vie là, faut que j'aille me coucher. Euh, il y aura sûrement demain, donc j'espère pouvoir poster cette vidéo le samedi. Demain, il y aura les derniers chapitres des naufragés de l'Elseneur de Jack London. Mercredi prochain, je sais pas encore ce qu'il y aura comme vidéo parce que j'ai pas tourné, je suis en train de lire des trucs. Je vous dis pas. Et je vais pas faire de compte tout de suite. Je pense que les comptes vont reprendre au mois de janvier seulement. Je referai un petit peu de stock. Parce que moi, ma formation LICAR finit mi-décembre. Et j'aimerais bien en fait finir au moins un des contrats que. Enfin, finir un des contrats que je fais pour pouvoir faire une petite pause en fait au moment des fêtes. Parce que je sens que je suis fatiguée et puis il faut que je fasse un site. Il faut que je fasse mon site et mes réseaux sociaux et tout ça pour présenter mon activité de correctrice. Donc éventuellement aussi comment dire, des vidéos en ce sens sur YouTube parce que bah, tant qu'à faire, autant présenter ce que je fais ici aussi. Parce que j'ai une plus grande audience que sur Instagram. Mais je ferai des choses sur Instagram aussi. Donc bref, à partir de, je crois que c'est toute fin novembre, début décembre, le dimanche, on aura Shirley de Charlotte Brontë, si je me trompe pas. Où là, on est sur un roman social. En Angleterre aussi, c'est dans le Yorkshire, je crois. J'aime bien. J'ai pas lu beaucoup encore parce que ce sont des chapitres qui sont longs. Donc, je crois que j'ai pété le score au niveau d'une des vidéos qui doit faire 2h30. Je vous préviens. Mais c'est fort chouette. C'est vraiment fort chouette. Et il y a, contrairement au Haut dure le vent d'Émilie Brontë, il y a beaucoup plus d'humour. Enfin, dans les Hauts hurlements d'Émilie Brontë, c'est pas drôle du tout. Mais là, dans Shirley, il y a beaucoup plus d'humour. Et on sent qu'il peut y avoir un aspect tragique aussi dans l'histoire, mais c'est vraiment sympa. On est sur, en gros, un gars qui a des filatures et qui veut acheter des métiers à tisser pour remplacer les salariés, parce que tout simplement les métiers à tisser c'est un investissement qui va lui demander d'embaucher moins de salariés que s'il avait que des salariés et pas de métiers à tisser. Donc les gars qui bossaient dans les filatures, ils ont commencé à se révolter, à être en grève, à agresser les gens dans les filatures, etc. Ce qui s'entend. C'est histoire vraie, hein. On est vraiment dans l'histoire avec un grand H de l'Angleterre et les mouvements sociaux. Et bref, il y a vraiment tout un truc aussi autour des mouvements sociaux et je trouve que c'est vachement bien présenté. Je l'ai lu, enfin je le lis dans le cadre d'une lecture commune qui est terminée. C'était Délivrez-nous, la chaîne YouTube et le compte Instagram qui le proposait. Je vous mettrai un lien si vous voulez vers les vidéos qu'elle a faites ce mois. Elle a consacré un mois aux Sœurs Brontë au travers de plusieurs vidéos en fait et je trouve qu'elles sont très très bien et moi j'aime bien son contenu. Franchement, son contenu est vraiment cool. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon samedi. J'espère que demain, je serai assez en état pour vous avoir posté les derniers des naufragés de l'Elseneur. Et je vais aller me mettre au lit. Allez, passez un très bon samedi. À demain peut-être. Et puis à mercredi. Salut!